Bonjour, Président. Vous avez été le président de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale. Nous sommes à la fin de la 12e législature et au début de la 13e qui va commencer dans quelques instants. Et si vous devez faire un bilan de la 12e législature, quel serait-il ce bilan? Merci beaucoup de l'invitation et je salue l'ensemble des internautes qui vont nous suivre. Le bilan, je le fais en deux temps. D'abord, nous, quand nous faisions campagne en 2012, notre thème, c'était de demander aux électeurs de donner une majorité parlementaire au président de la République pour qu'il puisse mener les politiques pour lesquelles les Sénégalais l'ont élu. Donc, si j'apprécie le bilan de parcours de l'Assemblée nationale, surtout le bilan de la majorité présidentielle, c'est en fonction donc de ce paramètre. Là, je peux dire que c'est un bilan satisfaisant. Le groupe qui est le pendant parlementaire de la majorité présidentielle, a accompagné le président Macky Sall, a accompagné son gouvernement dans la mise en œuvre des politiques pour lesquelles il a été élu, notamment pour ce qui concerne le volet législatif. En somme, nous avions une forte majorité et le groupe s'est toujours mobilisé pour répondre présent aux attentes, aux sollicitations du président de la République. Nous avons ensemble voté d'environ 160 lois, des lois qui, toutes, c'est des lois qui renforcent la démocratie, qui consolident la République et qui répondent à des préoccupations des Sénégalais. Donc, à ce niveau, je suis très satisfait. Je suis aussi satisfait par rapport à certaines innovations que l'Assemblée a apportées par rapport aux anciennes législatures. C'est ce qu'on appelle la traduction simultanée, qui permet à des Sénégalais qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas d'autres langues, de comprendre ce que disent les autres parlementaires. Et qui permettent aussi à d'autres parlementaires qui ne parlent pas français ou bien qui ne parlent pas la langue dominante du pays de se faire comprendre en s'exprimant dans leur propre langue. Je crois que là aussi c'est une grande innovation, c'est une grande avancée dans l'implication des parlementaires dans le jeu, dans les différents jeux de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi apporté une innovation, ce qu'on appelle les séances de questions d'actualité au gouvernement. C'est des rencontres entre le président, le Premier ministre, son gouvernement et la représentation nationale. C'est en quelque sorte des modalités de contrôle de l'action du gouvernement. Nous l'avons initié, nous l'avons expérimenté et quoi que ça a donné de bons résultats. Tous les mois, le gouvernement passe, le Premier en tête et les députés posent des questions et le Premier ministre répond ou les ministres qui l'accompagnent. Là aussi, c'est une innovation importante. L'autre innovation, c'est les visites de terrain. Nous en avons beaucoup effectué. C'est aussi une modalité de contrôle de l'action du gouvernement parce qu'il y a eu des chantiers que le gouvernement a ouverts, que la représentation nationale, à travers les commissions spécialisées, a visité. Il y a aussi une innovation qui me semble extrêmement importante et que de mon point de vue, l'Assemblée doit codifier. C'est la médiation parlementaire. Nous avons participé aux négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Nous avons aussi participé à la pacification de l'espace syndical au niveau du secteur de la santé. Nous avons aussi participé à trouver des solutions aux problèmes de Dangote. Il y a une nouvelle pratique parlementaire qui consiste à faire de la médiation, à aider le gouvernement et les acteurs, les partenaires sociaux à trouver des terrains d'entente. Nous avons aussi participé à l'élaboration d'un certain nombre de lois, notamment la loi sur le tabac. Ça a été à la limite coécrite entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. La loi sur le vol de bétail. On a organisé beaucoup d'ateliers au cours desquels les parlementaires ont apporté leur plus-value. Nous avons aussi participé à la relecture et à la réécriture du Code de la presse. En somme, nous avons quand même fait du bon travail. Et là où peut-être nous pouvions faire mieux, c'est ce qui concerne le contrôle de l'action du gouvernement, de la politique gouvernementale. Mais là, la faiblesse ne se situe pas au niveau des parlementaires, c'est au niveau de l'institution. L'Assemblée nationale n'a pas de compétences en termes de ressources humaines, en termes de hauts fonctionnaires qui sont mis à la disposition de l'Assemblée et des députés pour les aider à accomplir leur travail. À ce titre, d'ailleurs, nous avons effectué un certain nombre de visites en Afrique et en France.
et nous sommes inspirés aussi d'autres pratiques parlementaires. Et là, nous avons proposé au président de l'Assemblée nationale la mise en place d'une cellule d'expertise pour accompagner les députés et l'Assemblée nationale pour s'acquitter convenablement de ces missions législatives, de ces missions de contrôle de l'action du gouvernement, mais aussi de ces missions futures qui sont constitutionnalisées de l'évaluation des politiques publiques. En somme, ce que je peux dire, c'est que quand même la 12e législature, comme nous l'avions demandé au pays, est une forte majorité pour le président de la République, et cette majorité l'a accompagné dans la mise en œuvre des politiques pour lesquelles il a été élu. Et à ce titre, moi, je voudrais encore une fois rendre hommage au groupe Benno Bokk Yakaar, les féliciter et les remercier pour le travail qu'ils ont accompli. Et ceux qui probablement vont revenir à l'Assemblée nationale leur expérience sera utile à la 13e législature. Et les députés qui ne viendront pas aussi sont à la disposition non seulement des listes pour cette campagne-ci, vont participer directement à la campagne, mais aussi vont mettre leur expertise et leur expérience au service des députés de la majorité présidentielle de la 13e législature. Oui, Président, à vous entendre, la 12e législature a fait tout le travail qu'on attendait d'elle, mais d'aucuns pensent qu'elle a été une législature qui a manqué beaucoup d'initiatives, parce qu'il n'y a pas eu assez de propositions de loi. Oui, vous savez que ça, c'est ce que j'appelle la fausse pathologie de l'Assemblée nationale. Si vous regardez, vous pouvez faire le diagnostic de l'ensemble des parlements du monde. Les gouvernements en matière de création de lois dominent toujours tous les parlements. Et c'est normal parce que c'est le gouvernement, le président de la République et son gouvernement qui définissent et qui mettent en œuvre la politique de la nation. Le rôle de l'Assemblée, c'est de légiférer, c'est-à-dire donner un aspect juridique, un aspect législatif aux décisions de l'exécutif. Donc c'est une fausse pathologie. Dans l'histoire du Sénégal, on nous dit oui, nous n'avons pas été, la 12e lettre n'a pas été signalée parce qu'elle n'a pas fait de proposition de loi. Et que disent ceux qui le disent? Que pensent-ils des propositions de loi telles que la loi Ezzan qui a amnistié les meurtriers de Babacar Sèye? Que disent-ils de la loi Sada Ndiaye qui a raccourci de manière illégale le mandat du président de l'Assemblée nationale? Que disent-ils de la cynique proposition de loi de Moussa Sy qui avait abouti à la dissolution de l'ensemble des collectivités locales au Sénégal? Que disent-ils de la loi Ndiadiar Sène? Franchement, je crois que vouloir apprécier la qualité d'une législature en fonction des propositions de loi, c'est soit ne rien comprendre du fonctionnement des assemblées ou bien faire preuve de mauvaise foi. Là où l'Assemblée doit, de mon point de vue, exceller, c'est notamment ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques. C'est notamment le contrôle de l'action du gouvernement. Parce que pour légiférer, je crois que là, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Par conséquent, donc ça, c'est des arguments que je reçois. Je les considère comme de fausses pathologies. Par contre, il y a de vrais mots de l'institution parlementaire. C'est le manque de ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, si vous venez à l'Assemblée nationale, dans le personnel, il y a environ 5% qui sont des cadres. Encore que. Or, l'Assemblée nationale est compétente dans 111 secteurs de la vie nationale, qui va partir de l'économie jusqu'à la culture. Quelle est la personne humaine qui est capable de maîtriser 100 secteurs de la vie nationale? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul ministre qui peut, comme je le dis très souvent, le ministre des infrastructures, il ne peut pas te construire 1 mm de route. Mais c'est lui qui est chargé par le gouvernement de mettre en chantier les routes. Mais c'est parce qu'on met à sa disposition des ressources humaines qui l'aident à conceptualiser et à réaliser ces infrastructures. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de permettre aux députés de mettre à la disposition des députés, mettre à la disposition de l'institution parlementaire des ressources humaines qui puissent leur permettre d'exceller sur l'ensemble des 111 secteurs de la vie nationale. C'est ça le débat. Maintenant, malheureusement, au Sénégal, au lieu de faire de vrais diagnostics, identifier les vrais maux dont souffre une institution, et à part de là, proposer des solutions pertinentes,
On préfère dans l'invective et dans la mise en l'index. C'est ce qui véritablement nous empêche de progrès. Maintenant, au lieu de débats de fond, ici au Sénégal, on préfère des débats sur la superficie, des débats sur les symptômes et non sur les vrais mots. Les vrais mots de l'Assemblée nationale, c'est l'absence de ressources humaines de qualité pour accompagner et le député et l'institution pour accomplir pleinement leur mission. Si vous allez en France, chaque député a au moins 4 personnes qui sont autour de lui. Les députés ont même des fonctionnaires qui sont mis à leur disposition au niveau même de leur localité. Là, c'est là où il faut, de mon point de vue, agir, recruter des hommes et des femmes de qualité, des universitaires, des sociologues, des juristes, des économistes, des comptables, pour les mettre à la disposition et du député et de l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, l'institution pourra véritablement remplir sa fonction institutionnelle. D'accord. Président, nous sommes à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives. Aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar est en course encore, comme il y a 5 ans, en 2012, Benno Bokk Yakaar est sorti avec une large majorité. Aujourd'hui, ce sont des législatives cruciales. Pouvez-vous avoir la certitude que la coalition présidentielle, la mouvance présidentielle va sortir encore victorieuse de ces élections? Là où vous me demandez de faire ce qu'un être humain ne peut pas, et en tout cas un croyant ne peut pas se permettre. Donc je ne sais pas ce que demain sera fait. Ce qu'il y a à faire et ce que nous devons faire, et nous le ferons, nous nous mobiliserons, nous sillonnerons le pays pour expliquer aux populations les enjeux de ces législatives et l'importance de voter pour la liste Benno Bokk Yakaar. Cela, nous le ferons, nous l'avons déjà commencé. Nous allons présenter le bilan du président, parce que nous demandons une majorité pour le président de la République, pour lui permettre de mettre en place les politiques qu'il est en train, de mettre en place donc des dispositifs pour réaliser les politiques pour lesquelles il est élu. Et nous allons expliquer les Sénégalais que la majorité qu'il lui avait donnée en 2012 l'a accompagné et lui a permis de faire avancer notre pays. Et nous demandons à ce que cette majorité soit renouvelée pour permettre encore au président de la République d'aller plus loin dans ses ambitions pour notre pays. Donc, je ne sais pas ce que demain sera fait. Ce que je sais, c'est qu'en tant que majorité parlementaire sortante, en tant que majorité qui gouverne notre pays, nous allons sillonner le pays, quartier par quartier, maison par maison, pour expliquer l'absolue nécessité de voter pour la liste Benno Bokk Yakaar. Parce que c'est cette liste qui est porteuse de progrès, c'est cette liste qui est porteuse d'émergence. Ce n'est pas une liste, contrairement aux autres listes qui sont des listes de revanche ou des listes de rancune. Et je crois que les Sénégalais n'ont pas besoin de mettre leur bulletin dans l'enveloppe, surtout s'il s'agit de bulletins de rancune et d'urne. Nous sommes un bulletin marron avec le cheval, c'est un bulletin pour le progrès de notre pays. À ce niveau, moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, mais je ne sais pas. D'abord, il faut respecter les électeurs. C'est à eux que revient le choix d'élire des députés. Et j'espère qu'ils éliront majoritairement des députés Benno Bokk Yakaar, parce que c'est cela qui correspond, de mon point de vue, à l'intérêt du Sénégal. Et vous qualifiez les autres listes de listes de rancune. Et de revanche. Et pourquoi ils auraient des choses à vous reprocher? Mais non, mais vous savez que la liste de Abdoulaye Wade, lui, n'est motivé que par la revanche, lui. Par la revanche, parce que n'acceptant toujours pas sa défaite en 2012, il est toujours dans des logiques de se venger. Mais s'il n'est pas content, c'est parce qu'il n'est pas content du choix du peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui l'avait chassé, c'est pas nous. Bon, ça c'est une liste de revanche, donc je ne crois pas que les Sénégalais aient besoin de donner une majorité à des revanchards, parce que ces revanchards-là, ils ne sont pas porteurs de progrès, ils ne sont pas porteurs d'ambition de reconstruire, de redresser ce pays. Il y a aussi une liste de rancune, et surtout, scandaleusement, une liste dont la tête de liste est un inculpé pour des faits avérés de fausses facturations pour pomper dans les deniers municipaux. Je crois que véritablement, c'est se moquer du peuple sénégalais que de présenter un tel personnage pour qu'il aille à l'Assemblée nationale. Et là, je crois que les Sénégalais comprendront qu'en fait, eux, ils ne sont pas candidats aux législatives, mais ils sont candidats au blanchiment de détournement de deniers publics. Vous parlez du maire sortant de la ville de Dakar?
Mais absolument que c'est bien ça de lui que je parle. C'est bien de lui que je parle. Et c'est lui qui est inculpé pour fausse facturation et avec des faits avérés. Au même moment, il y a au moins un Premier ministre qui est de l'autre côté, qui était avec vous, qui a aussi une liste. Sa liste serait aussi... Oh, c'est toujours dans la revanche. Lui, peut-être parce qu'il pensait qu'il devait être Premier ministre jusqu'à la fin du mandat du président. Mais il doit comprendre que c'est le président qui choisit. C'est Macky Sall qui a été élu et qui avait fait de lui son Premier ministre en le sortant du néant. Maintenant, on le sort de la primature. Il est devenu complètement fou. Et notamment, je crois que sa candidature est une honte pour lui-même d'abord, mais aussi pour sa famille. Parce que je rappelle à l'opinion que c'est son petit frère, Cheikh Tidiane Beye, qui l'a proposé en fait au président Macky Sall. En pensant qu'il serait un bon Premier ministre. Il n'était pas un bon Premier ministre, mais il n'est pas non plus un ancien bon Premier ministre. Et là, c'est son problème, ce n'est pas le nôtre. D'accord. Il y a eu beaucoup de guerres de positionnement au sein de la mouvance présidentielle. Et d'un coup, pour la tête de liste nationale, le président a misé sur le Premier ministre. Mais ouais, c'est le contraire qui serait surprenant. C'est le contraire qui serait surprenant. Dans l'histoire politique du Sénégal, à chaque fois qu'on a des législatives, si le Premier ministre fait partie du parti du président de la République, c'est ce Premier ministre-là qui dirige la liste. Abdou Diouf l'a été, Habib Thiam l'a été, et Macky Sall aussi. Les rares fois que les premiers ministres n'ont pas été délégués, c'est les premiers ministres de société civile. C'est le cas d'Amadou Lamine Loum en 1998. C'est le cas de Mama Dior Boy au premier législatif d'Abdoulaye Wade. Aussi simple que ça. Je crois que c'est le contraire qui serait incompréhensible. Le Premier ministre, c'est lui, depuis 3 ans d'ailleurs, c'est lui qui a la manette, qui met en œuvre les politiques pour lesquelles le président de la République est élu. Et c'est sur ces politiques que nous ferons notre campagne. Donc je crois que la personne la mieux indiquée, c'est le Premier ministre. D'autant plus que c'est un homme d'une loyauté et d'une compétence quand même incontestable. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois que c'est le meilleur choix que pouvait faire le président de la République. Et je me félicite qu'il l'ait fait. La bataille de Dakar aura lieu, le président le sait bien. Il vous a demandé, vous, ses militants, qu'il n'était pas question qu'un candidat en prison puisse les gagner. Est-ce qu'on appelle au sursaut moral? Écoutez, moi, je n'ai pas été à cette rencontre-là où on a attribué ces propos au président de la République. Ça m'étonnerait, parce que je crois que ce n'est pas de cette façon qu'il faut aborder le problème. Nous sommes... Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Le président Macky Sall était arrivé au premier tour en 2012. En 2012, on l'a gagné largement. Aux législatives, on a gagné. Et si nous avons perdu les locales de 2014, la faute nous est particulièrement imputable. J'ai dit nous, l'Alliance pour la République. Si on avait opté au local de 2014, par rapport à l'option Benno Bokk Yakaar, je crois qu'on n'aurait pas ces difficultés. Chaque parti de la coalition aurait pu avoir un certain nombre de municipalités. Et de mon point de vue, le meilleur choix à l'époque, c'était de reconduire le maire sortant, Khalifa Ababacar Sall. Bon, il y en a parmi nous qui pensaient qu'eux, ils devaient être maire de Dakar à la place de Khalifa. Ils se sont battus pour que la coalition n'aille pas en rang serré. Et on a perdu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vers des législatives. Je crois que nous, ce que nous devons expliquer aux Dakarois, c'est les enjeux. Il s'agit de donner au président de la République une majorité pour continuer les politiques pour lesquelles les Sénégalais l'ont élu. Et les Sénégalais qui l'ont élu, les premiers, c'est les Dakarois, qui lui avaient donné une forte majorité au premier tour, une majorité extraordinaire à la présidence, au deuxième tour, et une forte majorité aussi aux législatives. Les membres de Benno de Dakar, cette fois-ci, sont unis, et nous allons faire une campagne, comme je l'ai dit, quartier par quartier, maison par maison, pour expliquer aux Dakarois les enjeux et l'importance de donner la victoire à la coalition Benno Bokk Yakaar. Il ne s'agit pas d'une guerre entre ceux qui sont dans la rue et ceux qui sont en prison. Il s'agit tout simplement de relever un défi qui, de mon point de vue, est d'intérêt national, que Dakar continue à répondre favorablement, comme il a été en 2012, aux appels du président Macky Sall. À 25 jours, président, le code électoral a été changé. Ce que d'aucuns pensent que c'est une violation au protocole additionnel de la CEDEAO. Si vous devez faire un commentaire. Oui, bon, je ne dis pas que le code électoral a été changé. C'est un seul article du code qui a été amélioré.
Je ne dis même pas changer parce que la disposition, le premier alinéa de cet article-là, qui dispose que l'électeur doit prendre tous les bulletins qui sont mis à sa disposition est resté. Qu'est-ce qui s'est passé? La Sénat a entendu le peuple sénégalais, les populations, qui ont été abasourdies d'apprendre qu'ils seront obligés de prendre 47 bulletins pour aller voter. Et on a fait des simulations et ça allait coûter un temps fou, un temps énorme. Ça allait entraîner un vote extrêmement lent. C'est dans la perspective d'améliorer la fluidité du vote, d'alléger les contraintes qui pèsent sur l'électeur, que la Sénat a réuni la classe politique, a convoqué les 47 listes. Parmi les 47, 44 ont répondu présent à la Sénat. Parmi ces 44, 34 ont dit oui à l'allègement, oui à la mesure pour rendre fluide les opérations électorales. Il y avait 11 environ qui n'étaient pas d'accord. Par conséquent, donc, le protocole de la CEDEAO qui exige qu'à 6 mois des élections, pour apporter toute modification par rapport à la loi électorale, il faut un consentement d'une large majorité des acteurs. Voilà ce que dit le protocole. Le protocole ne parle pas de consensus, il parle de consentement d'une large majorité. En faisant, mais bien sûr, nous avons respecté cette disposition dans la mesure où, sur les 44 qui ont répondu présent, 34 ont dit oui. Donc il n'y a que 10 qui ont été contre. Mais la démocratie, c'est 50% plus quelque chose. Dès l'instant qu'on atteint la barre de 77% de oui, mais véritablement, on est dans ce que le protocole appelle consentement d'une large majorité. Une large majorité des acteurs du scrutin du 30 juillet sont d'accord pour qu'on permette à l'électeur de ne prendre que 5 bulletins au minimum pour aller voter. Alors, ils nous disent aussi que nous l'avons fait de manière unilatérale. Mais c'est 44 listes sur les 47 qui ont répondu à l'ONEL. Et sur les 44, chacun a donné son point de vue. Et parmi eux, 34 ont dit d'accord. Donc il y a une large consultation. Et une majorité des acteurs a dit que nous sommes favorables à ces modifications. Ils nous disent oui, ça remet en cause le secret du vote. C'est qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que veut dire le secret du vote. Le secret du vote au Sénégal comme ailleurs est garanti par le passage obligatoire à l'isoloir, l'introduction obligatoire de l'enveloppe, du bulletin dans l'enveloppe. On doit le fermer, ça ne doit même pas apparaître. Donc c'est pour vous dire que très honnêtement, sur les 3 griefs que les gens ont formulés, tout est faux. Nous n'avons pas violé le protocole de Maputo. D'ailleurs, à lui-même, je dis que nous l'avons respecté scrupuleusement. 2, nous ne l'avons pas fait de manière unilatérale parce que ce n'est même pas de l'initiative du gouvernement du Sénégal. L'initiative vient de la Sénat. Troisièmement, le secret du vote est toujours protégé. Et la disposition trouve dans l'article L77 du Code électoral et cet article n'a pas été modifié. C'est pour dire ceci, que franchement, ce débat ne devait pas avoir lieu. Les allègements qu'ils ont opérés, c'est fait pour l'électeur. C'est pas fait pour Benno. C'est pas fait contre l'opposition. C'est fait pour que l'électeur, qu'il soit du PDS, de Rewmi ou d'autres partis, ou de l'Alliance pour la République, puisse en un temps rapide voter et rentrer chez lui. D'autant plus que les élections auront lieu pendant l'hivernage. Notamment le monde rural, les gens auront plus de préoccupations d'aller cultiver leur champ que de passer la journée dans un bureau de vote. Politiquement, ce débat ne devait pas avoir lieu. Mais malheureusement, lorsqu'on a une opposition de mauvaise foi, on peut toujours s'attendre au pire avec eux. Mais je crois que l'opinion a compris que véritablement ce qu'ils disaient ne correspondait pas à la vérité. Et en fait, cette réforme, c'est une réforme de mon point de vue. C'est une bonne réforme, c'est une réforme utile, c'est une réforme nécessaire et c'est une réponse appropriée parce que ça répond à des inquiétudes des Sénégalais par rapport à la durée, à la longueur des files devant les bureaux de vote. Nous sommes presque à la fin de cette émission, Président. Lors de votre dernière prise de parole à l'Assemblée, je crois bien, il y a quelques jours, vous avez dit
en réponse à l'opposition, le Sénégal de 2011 n'est pas le Sénégal de 2017. Oui. Par rapport à la manifestation que l'opposition avait initiée. Et vous avez même parlé d'une opposition menteuse. Oui, c'est des menteurs. Parce que est-ce un barreau d'honneur pour un président sortant? Mais écoute, vous savez que quand quelqu'un ment, il faut l'appeler menteur. C'est lui qui ment qu'on appelle menteur. Ils ont menti en disant que nous avons violé le protocole. Ils ont menti en disant que nous l'avons fait de manière unilatérale. Ils ont menti en disant que nous remettons en cause le secret du vote. 3 fois, ils ont menti. Moi, je ne leur ai dit qu'une fois que c'est des menteurs. Je crois avoir dit la vérité en leur disant qu'ils ont menti. Parce qu'ils ont véritablement menti. Ils ne nous ont pas menti. Ils ont menti au peuple sénégalais. Et c'est indigne d'une représentation nationale. Dernièrement, que ça soit au niveau du concours, lors du concours général et aujourd'hui au niveau du bac normal de la session 2017, on a noté des fuites de sujets, ce qui a choqué le peuple sénégalais. Vous, en tant que président de la mouvance présidentielle à l'Assemblée et député du peuple, qu'est-ce que cela a fait pour vous et parent d'élèves que vous êtes aussi? Écoutez, je suis scandalisé, c'est un véritable scandale. Et compte tenu de l'importance qu'occupe l'école dans la construction de la nation, compte tenu de l'importance de l'école en tant qu'ascenseur social, je crois que ce qui s'est passé cette année-ci est inacceptable. D'abord, je dénonce et je condamne ces fuites. Je demande au gouvernement de la République du Sénégal de faire la lumière sur cette affaire. Et je souhaite que tous les auteurs, les complices et les bénéficiaires de ce que j'appelle un attentat contre l'école sénégalaise soient débusqués et sévèrement sanctionnés. Le Sénégal ne peut pas mettre presque le tiers de son budget à l'école et que des voyous discréditent l'école sénégalaise, qui est une école malgré les difficultés de qualité. Donc véritablement, ce que je demande, c'est que les auteurs soient recherchés et que des sanctions exemplaires leur soient infligées. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je me suis permis d'aller à l'office du bac. Véritablement, ce lieu-là est un scandale en soi. Je crois qu'il faut tout changer, mettre ceux qui travaillent dans des conditions de travail quand même acceptables. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où véritablement la technologie a avancé. Je crois que nous avons les moyens de verrouiller le système pour qu'il y ait de moins en moins de fraude. Autrement dit, je crois que, et c'est là l'enjeu, éviter qu'il y ait le minimum de contact entre l'humain et les épreuves. Parce que si l'humain peut accéder à des épreuves, ça peut être une tentation. Donc je crois qu'il y a des réponses techniques que les gens qui... C'est-à-dire, à la limite, peut-être les sujets de l'année prochaine, de 2020, c'est en 2018 qu'il faut les trouver et les garder quelque part. Comme ça, le moment venu, on les sort la veille, l'avant-veille, pour les mettre à la disposition des étudiants, des élèves, pour qu'ils passent de bons examens. Mais ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, c'est un scandale et je crois que le gouvernement du Sénégal prendra ses responsabilités pour sanctionner ceux qui l'ont fait, mais aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se répète plus. Ce n'est pas digne de notre pays et ça peut porter un discrédit sur le baccalauréat qui, de mon point de vue, est un diplôme, quoi qu'on puisse dire, extrêmement important pour ceux qui font l'examen, mais aussi leurs parents et même pour le pays. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.